Donc on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, les traitements anti-acariens, par mon confrère et ami Sébastien Lefebvre, qui est chef de service, allergologue, chef de service au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, et qui va nous parler de ces traitements anti-acariens. Merci Sébastien. Merci Isabelle, bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, je vais vous parler des traitements anti-acariens et de leur efficacité. Alors, je vous ai fait une petite introduction, parce que je pense que vous n'êtes pas tous allergologues dans la salle. Les acariens, ils appartiennent à la classe des arachnides, à la sous-classe des acariens, donc. Et ce qui nous intéresse particulièrement, nous, allergologues, c'est les acariens-là, donc Dermatophagoid pteronicinus et Dermatophagoid farinae, qui sont les représentants des acariens en France métropolitaine, et un peu moins Euroglyphus. Donc un acarien, ça mesure entre 200 et 500 microns, donc on ne les voit pas à l'œil nu. Ça a une durée de vie de 3 mois. Pendant ce temps-là, ça pond entre 20 et 200 œufs, donc c'est une grosse reproduction. Le passage de l'état d'œuf à la forme adulte dure environ 1 mois. Si les conditions de développement sont favorables, on va les revoir tout à l'heure. Et pour vous donner un ordre d'idée, 1 gramme de poussière, c'est environ 10 000 acariens. Les acariens, ils se nourrissent de nos squames, donc de nos peaux mortes, de celles de nos animaux, des débris alimentaires, des moisissures. Et pour vous donner un autre exemple, 0,25 g de squame humaine peut nourrir plusieurs millions d'acariens pendant 3 mois. Donc ils ont à manger, ils ne sont pas en pénurie. L'altitude influence aussi les acariens. Donc le pourcentage d'acariens dans la poussière de maison diminue lorsqu'on va monter en altitude, pour devenir pratiquement nul à 1200 mètres et nul à partir de 1700 mètres. Dans les montagnes européennes, ce n'est pas le cas en Amérique du Sud par exemple, avec un taux d'hygrométrie qui est important. Et donc, les acariens ont des niches écologiques privilégiées, et on va les retrouver en abondance sur les matelas, et dans les matelas, dans nos oreillers, dans nos couettes et dans nos duvets. Si on s'intéresse un peu à l'épidémiologie, donc je vous ai remis ici une grande étude d'une grande cohorte de plus de 15 000 sujets, à qui on a fait des tests allergologiques dans 35 centres répartis sur 15 pays. On leur a testé 9 pneumallergènes, dont les acariens. Et on s'aperçoit qu'il y a une grande variabilité de fréquence de sensibilisation qui va de 5 à 38%, avec une médiane à 21,7%. On retrouve des sensibilisations très élevées en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande ou en Belgique, et plus faibles en Scandinavie, en Islande, en Espagne et en Italie. En France, il y a aussi des grandes disparités. Vous voyez ici, à Bordeaux, le taux de sensibilisation aux acariens est de 30,6%, à Montpellier seulement de 15,2%, et puis à Paris et à Grenoble, c'est un peu similaire, aux alentours de 20-21%. Les acariens font partie des sensibilisations prédominantes, c'est la plus importante, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont monosensibilisés, ça veut dire qu'ils n'ont qu'une sensibilisation aux acariens. C'est la monosensibilisation la plus fréquente. Généralement, les gens, quand ils sont allergiques, ils ont un terrain atopique, donc une prédisposition génétique à faire de l'allergie, et ils ont plusieurs sensibilisations. Ce n'est pas forcément le cas avec les acariens. Alors, qu'est-ce que nous disent les recommandations sur l'éviction des allergènes? Comme vous le voyez, alors le GINA, c'est les recommandations sur l'asthme. Ils disent que bien que les allergènes contribuent aux symptômes de l'asthme chez les patients sensibilisés, l'éviction n'est pas recommandée comme une stratégie générale pour l'asthme, parce que c'est complexe et c'est cher. Okay. L'ARIA, donc ça c'est pour la rhinite, ils disent à peu près la même chose, que c'est compliqué à mettre en œuvre, qu'il n'y a pas de procédure standard, et que c'est pas conseillé pour la santé publique. Un peu bizarre. Alors, comment on peut contrôler l'environnement et contrôler donc les acariens? Donc nous, ce que je vous dis là, c'est ce qu'on dit aux patients dans nos cabinets. On va leur dire que l'acarien, son cadavre, ses déjections sont allergisantes. Ils sont présents dans toutes les maisons, même si votre maison, elle est hyper propre. On en trouve, comme je vous l'ai dit, dans la literie, dans les poussières, dans les peluches, dans les tapis, dans les moquettes, dans les rideaux, il y en a partout. Ce qui est sûr, c'est que moins il y a d'objets, moins il y a de bibelots dans votre pièce, moins il y aura de poussière et donc moins il y aura d'acariens. Que le ménage doit être régulier en limitant la mise en suspension des particules. Donc on leur conseille d'utiliser un aspirateur sans sac avec un filtre HEPA et d'aérer la literie et de changer les draps régulièrement. On leur dit aussi de limiter l'humidité relative à 50% et de maintenir une température à 19-20 dans les chambres avec un S en moins. Les autres mesures. Donc, quand on regarde, il y a plein de choses, on trouve plein de choses, les huiles essentielles, les purificateurs d'air, les sprays acaricides, les housses anti-acariens et les literies anti-acariens. Le gros problème qui se pose pour moi en tant que clinicien, c'est comment est jugée leur efficacité. À l'heure actuelle, toutes les études qui sont menées,
Elles ne sont pas menées en clinique, elles sont menées sur la réduction du taux d'allergènes d'acariens. Ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que mon patient va mieux et qu'il a moins de symptômes. Donc il y a une revue Cochrane, donc avec une méthodologie où ils vont rechercher, ils font une revue de la bibliographie, ils prennent les références qui sont les meilleures, c'est-à-dire les essais contre placebo. Dans cette revue, ils ont comparé les essais cliniques sur les housses, sur les sprays acaricides, sur les filtres HEPA, etc. Ils retrouvent 9 essais contre placebo. 7 permettent de conclure effectivement qu'on peut diminuer, grâce à ces mesures, la concentration des acariens dans les chambres, mais il n'y a aucune amélioration des symptômes des patients, que ce soit sur la rhinite ou sur l'asthme. Certes, la méthodologie Cochrane peut être discutée. Les experts s'accordent pour dire qu'en utilisant plusieurs techniques, on peut prévenir les symptômes, mais ça reste de l'avis d'experts. Les housses, encore une fois, ça permet de contrôler la charge allergénique, mais aucune amélioration sur les symptômes des patients. Il y a d'autres choses qui sortent en ce moment. Je vous en ai remis 2, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec ces 2 laboratoires. Donc il y a Advanza qui a créé une fibre textile avec un fongicide en très faible quantité, donc ça a pour but de tuer les moisissures en fait. Comme je vous l'ai dit, sont une partie de la nourriture des acariens. Ça permet effectivement de réduire la charge en allergènes, ça a été approuvé par l'ARCA pour le niveau allergologique, mais il n'y a pas d'étude d'efficacité clinique. Une autre marque qui s'appelle Pronem, ou Pronim, je ne sais pas comment on prononce, eux, ils ont encapsulé des extraits de margousier, qui est une huile végétale. Ça a été reconnu par l'Union européenne comme biocide, donc ça tue les acariens, mais c'est la même chose, on ne sait pas s'il y a une efficacité clinique. Alors, ce que j'ai regardé également, c'était l'intérêt de l'éviction des acariens dans la prévention primaire. Donc la prévention primaire, c'est quand les gens ne sont pas malades, on va prendre des mesures de prévention pour empêcher l'apparition de la maladie. Et en prévention tertiaire, ça veut dire que là, ils sont malades, on va prendre des mesures préventives pour diminuer les symptômes de la maladie. En prévention primaire, je vous ai mis une étude prospective néerlandaise qui date de 2013, donc qui a été reprise dans un papier de Pascal Demolly en 2013, qui a évalué sur 8 ans une intervention précoce. Donc des housses anti-acariens, des housses placebo et aucune intervention, donc 3 groupes. Effectivement, ça permet de réduire l'exposition aux allergènes, il n'y a pas de souci, les housses ça fonctionne pour ça. Ils étaient contents parce qu'à 2 ans, il y avait une diminution de la prévalence de l'apparition de l'asthme, sauf qu'à 8 ans, il n'y a plus aucun effet. La prévalence de l'asthme est la même dans les 3 groupes. Donc, a priori, il n'y a pas d'efficacité de cette prévention primaire. Toute la difficulté, c'est que dans cette étude, et comme dans beaucoup d'autres études, on s'intéresse qu'au matelas, qu'à la chambre, et qu'on ne fait pas une éviction complète des acariens et des autres polluants et des autres allergènes. En prévention tertiaire, il y a 4 grandes méta-analyses de gut, toutes négatives, mais on peut discuter. On peut discuter parce que les méta-analyses, elles sont réalisées avec des mesures d'éviction qui sont, comme je vous le disais, très difficiles à mettre en œuvre en raison de leur hétérogénéité. Certaines études n'ont pas été intégrées dans les dernières méta-analyses, et puis surtout, les dernières études qui sortent proposent vraiment de faire une éviction globale des allergènes et des polluants. Alors pourquoi elles sont négatives ces études ? Parce qu'il y a celles où il n'y a pas de réduction des allergènes, donc forcément ça ne risque pas d'améliorer l'état des patients. Il y a les méthodes de mesure de l'exposition qui sont imprécises. Vous avez vu les grandes disparités qui peuvent exister au sein des pays, même en France, au sein des villes, entre la prévalence de sensibilisation aux acariens. Ça s'explique notamment parce que les acariens, il y a des variations saisonnières. Ils sont tout le temps là, mais en plus ou moins grande quantité. Et donc c'est compliqué d'avoir une mesure de l'exposition précise. Comme je vous disais, on pense que les allergènes sont uniquement dans le matelas, ce qui n'est pas vrai, il y en a partout dans la maison. Comme je vous disais, donc les méthodes d'éviction doivent être globales. Les conseils doivent être individualisés. Il y a des polluants non allergéniques. Et puis, les patients, les êtres humains sont différents les uns des autres, et donc la réponse à l'allergène va varier d'un individu à l'autre. Donc ce qui est intéressant dans les dernières études parues, c'est effectivement de s'attaquer à cette prévention globale, et c'est l'intérêt de ce qu'on appelle les CEI, les conseillères en environnement intérieur. Donc ce sont des gens qui se déplacent au domicile des patients, qui font un bilan, qui vont rechercher les polluants, les acariens par des tests, etc., et qui vont donner des conseils aux patients. Et vous voyez donc dans cette étude de Frédéric Deblay, 378 patients, 4 villes, Paris, Marseille, Montpellier et Strasbourg. Ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement les conseils qu'on ne donne pas trop, nous, en tant que médecins, c'est-à-dire laver les oreillers, laver du duvet, changer les oreillers, changer le sommier, qui sont le plus suivis par les patients. Donc le groupe A, c'est pas de CEI, le groupe B, une CEI qui intervient. Vous avez une différence significative pour ces 4 items. Et vous voyez que les housses de matelas,
Alors sans intervention de CEI, c'est déjà très bien, je trouve, soit presque 80%, mais on monte à presque 100%. Donc les 100% des gens mettent une housse sur leur matelas quand il y a une CEI qui est intervenue. Retirer les tapis et traiter les tapis, c'est un peu plus compliqué. Dans cette étude, il est montré qu'effectivement, on va réduire les concentrations d'allergènes. Donc dans le groupe A, il y a uniquement sur le matelas, et dans le groupe B, le matelas, le sommier et le sol, grâce à l'intervention de la CEI. C'est compliqué, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Je ne sais même pas si on voit en fait, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, enfin, la médecine tend de plus en plus vers une médecine individualisée, donc en fonction des patients. Donc on essaye de chercher les phénotypes de nos patients, de phénotyper la maladie, de caractériser des groupes de patients qui ont des caractéristiques communes au sein de leur maladie. Donc dans cette étude, ils ont réussi à caractériser 3 groupes en fonction de l'environnement où les gens vivent. Donc il y a le groupe 1, qui est le groupe le plus important. C'est les patients qui vivent en ville ou en banlieue, plutôt en appartement. Ils sont polysensibilisés, donc chat à chien, pollen de bouleau, acarien, etc. Ils ont des tapis, ils ont de la moquette et ils ont des plantes dans leur habitat. Il y a pourtant une bonne aération avec une VMC qui est présente. L'Acarex test, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est un petit test qui permet de déceler la présence d'acariens. Ils sont positifs donc chez ces gens. Et ceux-là, ils ont plus de rhinite. La pathologie principale, c'est la rhinite. Le groupe 2, c'est les patients qui vivent également en ville ou en banlieue, mais en logement social. Ils ont généralement un chauffage central au gaz. Ils utilisent des polluants, donc des insecticides et des parfums d'intérieur. Il y a des moisissures au domicile. Il y a souvent un tabagisme, qui soit actif ou passif. Il y a des travaux de peinture, parce que comme il y a des moisissures, on repeint pour cacher la misère. Eux, curieusement, ils ont moins d'exposition aux acariens, et par contre, ils font plus d'asthme, probablement à cause des irritants auxquels ils sont confrontés. Et puis il y a le groupe 3, c'est ceux qui vivent à la campagne, dans une maison, qui ont un chauffage central au gaz ou au bois, qui ont des animaux domestiques et des plantes vertes, qui utilisent un peu d'insecticides, mais pas trop. Il y a parfois des moisissures, mais elles sont plutôt dans les caves. Il y a des acariens à leur domicile, et ceux-là, ils n'ont pas de symptômes, parce qu'ils habitent à la campagne, ils sont un petit peu plus protégés que les autres. Donc il faut vivre à la campagne. Dernière chose dont je veux vous parler, c'est donc là on a phénotypé en fonction du type d'habitat et du mode de vie. On peut également phénotyper en fonction du type d'asthme. Donc ça c'est un travail de l'équipe de Jocelyne Just de Trousseau, ou de Necker, je ne sais plus, peu importe. Ils ont identifié 3 groupes. Donc le groupe 1, centre, donc c'est les enfants, 103 enfants. Donc ceux-là, ils font des asthmes avec des exacerbations sévères et des allergies multiples. Ils sont sensibilisés aux pneumallergènes, les acariens, les pollens, etc. Ils ont également des allergies alimentaires, et on retrouve dans leurs poumons des cellules qu'on appelle les éosinophiles. Le deuxième groupe, c'est des enfants qui ont un asthme avec une obstruction bronchique. Ceux-là, ils sont un peu plus gros, un peu plus en surpoids. Ils ont une diminution de leur débit de souffle, et ceux-là, ils ont les cellules plus neutrophiliques. Et le groupe 3, c'est les asthmes légers. Ils sont moins sensibilisés, donc ils sont moins allergiques, ces enfants. Et c'est un asthme qui va être contrôlé par des thérapeutiques simples. Je vous dis un mot quand même sur les traitements médicamenteux, parce que finalement, c'est peut-être ceux-là qui fonctionnent le mieux. Alors, il y a les traitements symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils sont là pour traiter le symptôme. Vous avez un éticoule, on vous prescrit un spray ou un antihistaminique. Vous avez un asthme, on vous donne effectivement des corticoïdes ou des bêta-2-mimétiques inhalés. Mais il y a surtout la désensibilisation, donc l'immunothérapie allergénique, qui est indiquée en cas de rhinite modérée sévère ou d'asthme, si les traitements médicamenteux ne sont pas efficaces en cas d'altération de la qualité de vie. C'est le seul traitement qui va permettre de modifier l'histoire naturelle de la maladie. Donc c'est le seul traitement à l'heure actuelle qui peut stopper une allergie aux acariens. Actuellement, ça se fait par voie sublinguale, avec des comprimés ou une solution buvable, pendant 3 ans, voire 5 ans. Et là, il y a plusieurs méta-analyses que je ne vous ai pas remis, mais qui ont montré l'efficacité de la désensibilisation. Un mot quand même sur les recommandations, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que donc là c'est le GINA, donc c'est ce que je vous disais, c'est les recommandations pour l'asthme. Et vous voyez qu'en fait, ils proposent la désensibilisation qu'au grade 3 du GINA, donc des asthmes qui prennent des faibles doses de corticoïdes inhalés, s'il y a une rhinite, s'ils sont sensibilisés aux acariens et si c'est les adultes. Donc seulement à partir du grade 3, la désensibilisation. Voilà, donc en conclusion, pour la prévention primaire, l'éviction des allergènes, même globale, est un échec sur la prévention de l'apparition du terrain atopique. La prévention tertiaire globale a fait la preuve de son efficacité, notamment chez les enfants asthmatiques.
L'utilité des CEI est de plus en plus reconnue avec l'intérêt d'éviction globale, mais toute la difficulté d'avoir des CEI, c'est leur financement, on pourra en parler si vous voulez. Ce qu'il va falloir faire dans l'avenir, c'est effectivement, comme on phénotype de mieux en mieux nos patients, leur habitat, etc., c'est d'avoir des études sur des populations beaucoup plus ciblées. Et à mon sens, ça permettra d'augmenter l'efficacité de l'éviction. Et donc voilà l'importance de phénotyper le patient et les caractéristiques de son habitat. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On m'entend ? Oui. Je vous avais demandé de parler de ces traitements anti-acariens et de la problématique de l'allergie aux acariens, parce que, comme vous l'avez montré, c'est une allergie très fréquente, et j'allais dire une des plus fréquentes que vous rencontrez dans vos cabinets d'allergologie, et que c'est un sujet assez difficile, comme vous l'avez montré, par rapport, non pas aux thérapeutiques, puisque je pense que les traitements médicamenteux, comme vous l'avez dit, sont bien organisés, bien ciblés, bien standardisés. En fait, aujourd'hui, c'est l'action sur l'environnement qui est encore discutée. Et je pense que en matière de patients allergiques, je parle de la prévention tertiaire, comme vous l'avez évoqué, il faut aller beaucoup plus loin par rapport aux différentes actions. Moi, j'ai noté que je pense qu'il faut essayer d'avoir une action beaucoup plus globale sur les sources d'acariens, ce qui n'est pas toujours facile, et qu'il faut aussi avoir une action individualisée. Et je pense que les phénotypes que vous avez évoqués pour ces patients permettraient probablement d'être beaucoup plus efficaces sur ces patients dans le domaine de l'environnement. Alors, c'est vrai que les études que vous montrez, qui sont parfois ne prennent qu'une action, comme la housse anti-acarien par exemple, ou une autre action, comme je l'ai vu sur des purificateurs d'air par exemple, bien, n'arrivent pas à démontrer finalement leur efficacité parce qu'on ne traite qu'une partie, j'allais dire, du problème environnemental. Et donc je pense que vous avez évoqué finalement l'action des conseillers en environnement intérieur qui commence à se développer en France déjà depuis pas mal d'années et qui apporte ce conseil individualisé à domicile, ce qui permet de, par rapport au message que vous pouvez faire passer à vos patients dans vos cabinets, ça permet aussi d'aller au domicile, de voir un petit peu les conditions de vie, le comportement des personnes et d'essayer de les aider beaucoup mieux pour réduire finalement les concentrations en allergènes. Vous avez aussi dit qu'en altitude, alors notamment je crois qu'il y a des études en France qui montrent que dans certaines villes, on a beaucoup moins d'acariens. Je connais Briançon notamment, où on envoie des patients asthmatiques ou aux allergènes d'acariens, allergiques aux acariens, et qui permet quand même qu'ils aillent beaucoup mieux finalement dans cet environnement où on ne trouve pas d'acariens. Donc on peut faire aussi des cures, si je puis dire, dans ces cliniques ou ces hôpitaux pour améliorer l'état respiratoire de ces patients. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce sujet, mais peut-être Isabelle, sur ta propre expérience également par rapport à tes patients? Je suppose que c'est du quotidien, les patients allergiques aux acariens? Oui, c'est du quotidien. En plus, sur la côte ouest de la France où j'exerce, il y a un gradient d'est ou est-ouest pour la quantité d'acariens. Vous avez vu qu'à Bordeaux, il y a plus d'acariens qu'à Montpellier ou qu'à Grenoble. À La Rochelle. Voilà, donc à La Rochelle, donc à La Rochelle, tu en vois beaucoup. Très confrontés aux acariens. C'est vrai qu'on donne, ce que disait Sébastien, des conseils aux patients. Alors, est-ce qu'ils sont suivis, est-ce qu'ils ne sont pas suivis? Ça, c'est déjà la première question. Il y a un certain coût quand il faut rénover des maisons, quand il faut enlever les moisissures, quand il faut remettre en fonction une VMC un peu poussive, etc. Ça coûte de l'argent et tout le monde n'a pas les moyens ou n'est pas prêt à faire le sacrifice de ces mesures d'éviction. Et c'est compliqué parce qu'il faut qu'elle soit globale, il faut qu'elle soit adaptée à chaque environnement, adaptée à chaque patient, chaque individu. Et on manque d'études, c'est complètement évident, mais où c'est compliqué à mettre en œuvre ce genre d'études. C'est très facile de faire une étude sur un antibiotique pendant 15 jours ou 8 jours sur un nombre de patients important. Ça, c'est d'une simplicité absolue, on va dire. C'est codifié, c'est très simple. Sur les mesures d'éviction, ce sont
des mesures qui sont complexes à mettre en œuvre au domicile des patients, sur des grands nombres de patients, parce que pour que ce soit significatif, et des mesures permanentes, parce qu'on voit bien qu'au bout d'un certain temps, les patients nous disent « Ah ben oui, je me rends bien compte que quand je lave pas les draps toutes les semaines, il va moins bien, il tousse plus, etc. » Et ils se lassent aussi au bout d'un certain temps de prendre toutes ces mesures qui sont un peu contraignantes dans la vie, mais... exactement comme ce qu'on disait tout à l'heure pour les composés polluants de l'air qui sont des empêcheurs de respirer, on va dire ça comme ça. Les acariens sont vraiment très problématiques pour les asthmatiques, en particulier les rhinitiques aussi. Et il faut vraiment qu'on agisse sur leur environnement. C'est quand même tellement plus intelligent et logique de dire on va agir sur l'environnement en diminuant la charge en acariens plutôt que de dire on va rajouter des médicaments. Ça semble une évidence, mais c'est une évidence pas si simple à mettre en place. Alors il y a un moyen que vous avez évoqué aussi au-delà de l'environnement, c'est la désensibilisation. Dans votre expérience, parce qu'effectivement une personne qui est allergique aux acariens, et on a vu c'est très fréquent et qu'il est ennuyé dans sa vie quotidienne par rapport à ces acariens et les difficultés de l'éviction, comme on l'a dit, globale, il y a quand même la désensibilisation qui est proposée. Or, j'ai cru comprendre que c'était pas, entre guillemets, très reconnu en France. Vous avez eu des difficultés ces derniers temps par rapport, je parle, au remboursement de ces traitements, et qui pourtant, alors j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est peut-être une solution aussi pour ces personnes allergiques et asthmatiques de leur trouver un meilleur état de santé par rapport à cette désensibilisation. Vous en faites vous-même? Bien sûr, oui. Donc, alors, les allergologues sont convaincus que la désensibilisation fonctionne. Il y a plein d'études qui l'ont montré. Le gros problème, c'est que quand on alors ça dure longtemps. Hein, 3 années, oui. Voilà. 3 années à mettre soit un comprimé, soit des gouttes. Oui. On n'a plus de voie injectable à l'heure actuelle, donc soit un comprimé, soit des gouttes à mettre sous la langue pendant 3 ans tous les jours. Mais ça fonctionne. Oui. En tout état de cause, le problème effectivement de ce remboursement, c'est que les études sur la désensibilisation ne sont pas faites pareil que celles pour le médicament. Comme disait Isabelle, on prend un antibiotique, on prend un antihypertenseur, c'est carré, on fait une étude contre placebo, c'est facile. Là, nos traitements de désensibilisation, il y a effectivement les acariens, mais il y en a plein d'autres. Il y a les pollens, il y a les phalères d'animaux, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des études puissantes, et c'est ce qui nous a été reproché par la HAS, ce qui a conduit à une diminution du remboursement à l'heure actuelle. On est en train de mener, les médecins, les laboratoires pharmaceutiques, les études, pour essayer effectivement, lors de la prochaine réévaluation, d'apporter des preuves tangibles à la HAS. En fait, la grande difficulté, vous l'avez dit vous-même, il y a des patients polysensibilisés, alors c'est beaucoup plus difficile. Des patients qui sont sensibilisés qu'aux acariens, c'est quand même assez rare. Ça, vous en trouvez? Aux acariens, on en trouve. Hein. Oui, seuls. Mais souvent, les patients, il y a, je crois, 60% de polysensibilisés dans nos clientèles. Mais en même temps, être polysensibilisé, ça ne veut pas être polyallergique. Ça ne veut pas dire être polyallergique. Hein. On peut très bien avoir une sensibilisation à des pollens d'arbres, par exemple, de bouleau. Et si on vit dans une région où il n'y a pas beaucoup de bouleau et qu'on n'est pas gêné à la période de pollinisation du bouleau, on n'en tient pas compte. Donc, on arrive quand même à désensibiliser aux acariens et autres allergènes de façon efficace. Alors il y a aussi le problème de l'observance, ça dure 3 ans, tous les jours il faut prendre un médicament, donc c'est compliqué de traiter des allergiques. Oui, mais après c'est terminé, ça veut dire. Au bout des 3 ans finalement, on va beaucoup mieux. Oui, on va beaucoup mieux. On va beaucoup mieux. Mais ils reviennent plus vous voir. Non, ils reviennent plus nous voir. Mais ce que comprennent pas les gens, c'est que c'est pas un médicament. Au sens, je vous donne le médicament, vous guérissez. Oui. C'est une désensibilisation. Donc on induit des modifications immunologiques dans l'organisme. Oui. Ça prend du temps. Donc il faut expliquer aussi. Il faut l'expliquer, mais il faut qu'ils l'entendent. Le but de ce traitement. Oui. Très bien. Oui. Question. Patrick, on peut avoir le micro? Oui. Je ne sais pas où est le micro. Voilà. Je ne voudrais pas me tromper sur votre prénom, mais vous pouvez vous présenter. Caroline Maréchal. Vous m'entendez? Oui. Je suis ingénieure et architecte, je suis plutôt du côté bâtiment. Et je voudrais poser une question à Monsieur Schinazi, puisque je vois la détresse et la pression, j'entends de la profession des allergologues.
C'est un peu la première fois que j'entends exprimer de cette manière les préoccupations autour du bien-être des patients. Et surtout, c'est presque la première fois ici dans ces matinales, puisque ça fait déjà 3 ans que je me présente lors de ces réunions, que j'entends parler par un allergologue de prévention primaire. Je vous remercie. Et ma question va à M. Schinazi, puisque je vais reprendre un petit peu les mots de Mme Lepage, qui dit « Le constat est fait, il faut s'occuper des solutions ». Vous êtes à l'interface entre le monde médical et le monde de la construction, puisque vous participez, je ne sais pas exactement à quel titre, mais à l'OQAI, au Conseil, voilà, et que vous allez intervenir tout à l'heure pour parler d'un polluant chimique de l'air intérieur, qui est tout à fait d'actualité. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il est normal de ne pas mentionner la pollution chimique comme facteur de risque de déclenchement des allergies, et que dans un exposé de médecins allergologues, ça a été dit. Mais du coup, je vous demande, est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions ailleurs que dans celles qui ont été citées ici pour limiter les facteurs de risque et travailler sur la prévention primaire? Bien sûr. En fait, dans la visite de la conseillère en environnement intérieur dont nous avons parlé tout à l'heure, effectivement, on ne s'attaque pas qu'aux allergènes. Il faut s'intéresser à l'environnement global. Et donc la pollution chimique et particulière est aussi à prendre en considération. Vous l'avez évoqué une ligne dans votre exposé, qu'il y avait d'autres facteurs finalement qui agressaient les voies respiratoires. Et effectivement, il faut agir à tous les niveaux. Il faut agir sur les allergènes, certes, comme on vient de le dire, sur l'éviction globale et individualisée le mieux possible. Mais aussi, il faut s'attaquer à la pollution environnementale, et pas uniquement d'ailleurs la pollution intérieure, mais aussi la pollution extérieure, parce que je pense que vos patients, ils vont, quand ils sont allergiques, ils vont beaucoup moins bien, non pas forcément uniquement à leurs allergènes, mais aussi aux polluants, à cette pollution intérieure qu'on peut rencontrer. Et donc effectivement, il faut avoir une vision très globale sur les agents environnementaux et pas uniquement sur les allergènes. Je pense qu'on a dit et que c'est très important dans la construction des bâtiments qu'on s'intéresse. Vous le savez que j'ai travaillé aussi sur ce sujet, que lors de la construction, de la rénovation des bâtiments, on s'intéresse également à la qualité de l'air intérieur et qu'on réduise fortement tous ces agents agresseurs qui ne sont pas que des allergènes, mais sont aussi des polluants chimiques qui ont le même mécanisme d'effet irritatif sur la muqueuse respiratoire et oculaire aussi. Martine qui vous dira. Oui, Martine, pardon. Oui, je vous ai aperçu, Martine. Alors, bonjour Martine. Désolé, j'ai parlé en votre nom, Martine Haute de Strasbourg, dont les travaux d'ailleurs. Dont les travaux ont été cités dans quelques diapositives avec Frédéric Deblé. Peut-être vous avez aussi votre mot à dire du travail des conseillères. Oui, je voulais préciser que je défends ardemment. Oui, oui, d'ailleurs que je vous en remercie, ainsi qu'Isabelle et Sébastien. C'est vrai que si on n'envoie pas chez les patients des conseillers, les patients, on le voit, vont faire des courses, vont sur Internet et vont acquérir des choses qui souvent sont inutiles et qui même peuvent être délétères pour leur santé et qui sont aussi coûteuses. Donc le fait de les guider par les recommandations qu'on peut donner au domicile, c'est vraiment déjà une économie souvent pour les patients et aussi pour une amélioration de leur environnement. Le simple fait, par exemple, d'acheter une housse en grande surface, souvent, quand on voit le patient, le médecin lui a conseillé une housse. Quand on ne va pas assez loin dans les recommandations, on ne donne pas des documents. Ils vont dans le premier magasin, ils vont trouver des housses qui sont traitées avec des acaricides et qui n'ont pas du tout la même efficacité. Ou alors, dans les pharmacies, malheureusement aussi, on trouve plein de produits anti-acariens qui sont vendus et qui sont plutôt très irritants. Et on sait que ça ne marche pas du tout sur la charge allergénique des matelas. Mais pour répondre aussi à la jeune femme ingénieure, l'environnement actuel des patients, c'est plus ce qu'on a connu. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le domaine. Tout au début, quand on avait dans nos patients qui vivaient dans des logements sociaux, il fallait une demande, un certificat médical pour qu'ils remplacent la moquette dans les chambres à coucher. C'était encore la règle. Maintenant,
classiquement, les gens ont plutôt des revêtements lavables. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pollution chimique, parce qu'on verra qu'avec l'école, les vernis qu'on peut mettre, il y a aussi des soucis. Mais je trouve quand même qu'avec notamment les avancées du Grenelle de l'environnement, on a maintenant des connaissances plus fines, et aussi les travaux de l'Observatoire sur les matériaux, et on peut quand même mieux guider les patients dans ce domaine-là. Merci Martine. Oui, je confirme qu'il serait absolument idéal, dans un monde idéal, pourquoi pas, que tous les patients allergiques aux acariens ou des asthmatiques, même à d'autres allergènes, mais qui vivent quand même dans des environnements intérieurs qui sont extrêmement pollués, et puissent bénéficier de la visite d'une conseillère en environnement intérieur. Si ce n'est que vous êtes, je crois, 200 et quelques. 100 à peu près qui sont sur le terrain. Voilà, 100 sur le terrain, plus de diplômés, mais une centaine sur le terrain. Donc vous imaginez, il y a à peu près 13 millions de gens qui ont une rhinite en France, 3,5 millions qui ont de l'asthme, dont la majorité sont des allergiques. Comment on fait pour obtenir la visite d'un conseiller en environnement intérieur, d'autant qu'il y a des problèmes ça a un certain coût, les patients ne sont pas du tout prêts pour la majorité d'entre eux à investir dans ce coût, et les financements sont de plus en plus complexes, avec le ministère de l'Environnement qui se retire un petit peu de ces subventions pour le coût, enfin pour les rémunérations de ces postes, etc. Donc c'est un vrai sujet, mais qu'on a pris un peu à bras-le-corps avec la DGS et la DGOS, et on espère qu'on obtiendra des résultats, mais il faudrait multiplier par 10 le nombre de conseillers en environnement intérieur. C'est vrai que classiquement, c'est des visites qui sont gratuites lorsqu'on dépend de structures. Mais on le voit aussi que toutes les mutualités, maintenant, avec le reste à charge zéro, ça devient aussi un peu plus difficile, parce que leur marge sera moins grande. Et juste pour montrer à quel point ça peut être vite coût efficace, on a eu une demande il n'y a pas si longtemps que ça d'un médecin pneumologue installé qui avait mis en arrêt de travail une patiente qui était allergique. Alors quelque chose peut-être que vous connaissez moins, les ammonium quaternaires. Donc c'est la molécule désinfectante dans les produits d'entretien, notamment en milieu hospitalier. Et il ne comprenait pas qu'au bout de 3-4 mois, cette patiente n'allait toujours pas tellement mieux. Et il m'a demandé d'y aller. Et en fait, quand on va au domicile, on comprend très bien qu'avec les habitudes qu'elle a, l'exposition est presque aussi importante, voire plus, que dans son environnement professionnel. Elle avait plein de produits désinfectants qu'elle utilisait, et je n'avais jamais vu autant de bougies parfumées chez elle. Et qu'elle avait assorti, alors c'est vrai que c'était très drôle à la couleur de ses murs, mais c'est vrai que c'était vraiment extraordinaire. Et du coup, là, en termes de coût-efficacité, par rapport à ce que peut coûter un arrêt de travail, on est rentabilisé. Mais en fait, c'est ça que les instances veulent, c'est prouver qu'on est coût-efficace. Alors, je comprends leur nécessité et puis cette demande, mais est-ce que vraiment toutes les professions ont fait toute cette démarche-là? Parce que nous, on a quand même des témoignages de médecins, de patients qui montrent qu'ils vont mieux. Et c'est vrai que quand on voit l'ère des nouvelles molécules, de tous ces anti-IgE qui coûtent quand même très très cher, voilà, on peut se poser la question. Mais c'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire. Merci Martinotte. Merci beaucoup Sébastien Lefebvre de votre exposé.